Aujourd'hui, personne ne peut remettre en cause le fait que le relief représente une révolution importante dans le monde du cinéma, et son expansion rapide le prouve. Il importe donc de bien comprendre son fonctionnement, et c'est l'objectif de cette présentation. En premier lieu, pour comprendre comment restituer la 3D, il faut comprendre comment fonctionne notre propre perception du relief. En optique, on décrit souvent l'œil comme un appareil photographique, c'est-à-dire comme un objet produisant des images en 2 dimensions. C'est le fait que nous ayons 2 yeux, distants en moyenne de 6,5 cm, qui explique que l'on voit en relief. Chaque œil voit sa propre image, et si l'on ne voit pas flou, c'est parce que le cerveau, par un processus neuronal complexe, fait la synthèse de ces images pour rendre la notion de profondeur. On appelle cela la vision stéréoscopique. Pour faire un film en 3D, il faut donc reproduire les conditions de la vision réelle. Les 2 yeux ne doivent pas voir la même image, mais 2 images légèrement différentes, dites images stéréoscopiques. Pour cela, on utilise une caméra dite elle aussi stéréoscopique, comme celle présentée ici, qui enregistre un film pour chaque œil. Les objectifs, à l'image des yeux humains, sont distants de 65 mm. Le problème de la 3D se résume alors en une question. Comment faire en sorte, au moment de la projection, que chaque œil ne voit que les images qui lui sont destinées et pas celles destinées à l'autre œil? Pour ce qui est de l'histoire de la 3D, depuis l'invention de la photo au XIXe siècle, des tentatives avaient été mises en place pour voir en relief. Par exemple, on voit ici un stéréoscope de Holmes qui permet, par un jeu de lentilles et d'images stéréoscopiques, à chaque œil de voir l'image qui lui est destinée uniquement et ainsi de rendre la perception du relief. La première projection de film en relief remonte à 1915 aux États-Unis, mais la qualité du rendu était encore très médiocre. La technologie n'a cessé de progresser jusqu'à aujourd'hui où la 3D envahit les salles obscures. Historiquement, la première technique à avoir vu le jour est la projection d'anaglyphes. Une anaglyphe, vous pouvez en voir une ici en haut à gauche. Il s'agit de la superposition de 2 images stéréoscopiques de couleurs complémentaires. À l'ère du numérique, le système RVB, rouge, vert et bleu, tend à s'imposer et on utilise le plus souvent le rouge et le cyan, synthèse additive du vert et du bleu. Le gamut, qui est représenté à droite, montre l'ensemble des couleurs visibles qu'il est possible d'obtenir avec le système RVB, c'est-à-dire pratiquement toutes. Le plus souvent, de nos jours, on utilise un projecteur numérique pour projeter les anaglyphes sur un écran blanc classique. Pour séparer les images destinées à chaque œil, on utilise des lunettes dont les verres sont des filtres colorés, rouge et cyan ici. Le verre rouge absorbe toutes les radiations rouges, c'est-à-dire les images destinées à l'œil droit dans notre exemple, et ne laisse passer que le cyan, c'est-à-dire les images destinées à l'œil gauche. La perception du relief est alors assurée. Cependant, ça n'est pas si simple, et si on n'utilise pratiquement jamais cette technologie, c'est que le rendu des couleurs est altéré par l'usage des filtres colorés. En plus, on observe une luminosité assez faible. En revanche, elle est très peu chère à mettre en place. Il faut bien noter l'importance que les couleurs soient complémentaires. Si ça n'était pas le cas, en utilisant du vert et du bleu par exemple, on ne pourrait pas produire toutes les couleurs. Le rouge par exemple serait impossible à obtenir. Et d'autre part, un élément cyan de l'image ne serait pas filtré et chaque œil le verrait. La perception du relief serait alors anéantie. Pour remédier au problème des couleurs, des ingénieurs ont ensuite eu l'idée de remplacer les filtres colorés par des polariseurs. On parle de projection polarisée. Mais revenons un instant sur la polarisation de la lumière. Cette dernière est le plus souvent décrite comme une onde électromagnétique, dont l'étude peut se ramener à celle de son champ électrique E, en vert foncé sur la figure. Le champ magnétique peut quant à lui se déduire grâce aux équations de Maxwell. On ne s'en occupera donc pas. Le champ E oscille au cours du temps dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation, représenté ici en violet. On peut réduire le vecteur E à 2 composantes, EX et EY perpendiculaires, en rouge et en bleu sur le schéma. Dans le cas présent, la projection de l'extrémité du vecteur E dans un plan perpendiculaire à la direction de propagation décrit une droite au cours du temps, en orange. La polarisation de cette onde est alors dite rectiligne. J'ai représenté ici 2 ondes de polarisation différentes. Celle de gauche est polarisée rectilignement, les composantes EX et EY sont en phase. En revanche, celle de droite est polarisée circulairement. Les composantes EX et EY sont de même amplitude, mais elles sont décalées de lambda sur 4. On parle aussi en physique d'un déphasage de pi sur 2. On peut utiliser la polarisation rectiligne pour la 3D.
On place alors deux polariseurs d'axes perpendiculaires devant chacun des projecteurs, ce qui correspond aux couleurs complémentaires dans le cas des anaglyphes. L'écran est un écran métallique, le plus souvent argenté, choisi spécialement pour ne pas modifier la polarisation des ondes lors de leur réflexion. Ce type d'écran coûte relativement cher. Les lunettes, quant à elles, sont constituées de deux polariseurs rectilignes perpendiculaires, correspondant exactement aux polariseurs des projecteurs dans leur orientation. Ainsi, on voit bien que le relief est restitué. En effet, le verre droit, par exemple, ne laisse passer que les images polarisées horizontalement et bloque intégralement celles polarisées verticalement. Pourtant, cette technologie n'est jamais utilisée. En effet, que se passe-t-il si l'on incline légèrement la tête sur le côté ?